vous inviterai à lire l'article 10 de la loi électorale. Je veux vous le lire rapidement. Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles 1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. 2. Les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale de ressources naturelles, de corruption, des détournements des deniers publics, faux usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative de droits civils et politiques. 3. Les personnes frappées d'une incapacité mentale. 4. Les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt de candidature, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité. 5. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission. 6. Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité. 7. Les membres de forces armées de la police nationale qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature de leur démission acceptée ou leur mise à la retraite. 8. Les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, de la Cour de compte, qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt des candidatures de leur démission, de leur mise à la retraite. 9. Enfin, les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris les personnels, sont inéligibles à titre définitif les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. C'est la loi électorale, article 10. Je n'ai pas lu ministre ou membre du gouvernement. Donc, j'ai entendu ça plusieurs fois. Il faut rappeler ici que nous nous occupons de postes politiques. Le gouvernement est formé à partir de la majorité qui se forme à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut considérer que la campagne électorale est une période courte, contenue dans un mois. Dans tous les pays du monde, le moment de la campagne est un moment particulier. Ça ne s'applique pas qu'en République démocratique du Congo. Lorsque le président Macron était candidat aux dernières élections en France, je pense qu'il y a eu un attentat où il y a eu une situation grave. Il est sorti de la campagne pour être pleinement concentré dans la gestion de cette question-là parce que l'urgence les devait. Nous, comme gouvernement, nous serons en campagne électorale. Le Premier ministre est candidat, je confirme, pas à Likasi, mais à Kassenga. Moi, je suis candidat à la FUNA, je le confirme. Nous allons faire notre campagne électorale, mais nous allons trouver un mécanisme, et le Premier ministre y réfléchit déjà, qui permettra d'assurer une certaine fluidité parce que le gouvernement doit continuer de fonctionner. Nous ne viendrons peut-être pas faire un briefing pour parler du programme et de ce que nous avons fait comme bilan, mais si la situation l'exige pour faire un briefing sur une question précise, nous reviendrons dans le cadre de nos fonctions pour le faire. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre être ministre, Premier ministre et être candidat. Cela doit être bien clair et cela ne doit pas faire l'objet d'une quelconque confusion. Naroloba na lingala, pour une meilleure compréhension, batubaye bake, incompatibilité zate. Donc, aucun à nos ministres, Premier ministre et président de la République, aucun à la paix candidat, au salipé campagne électorale nayo dans un mois. Question et à fonctionnement et efficacité, Premier ministre Narotala, parce que le poste est abisso et un poste politique. Mais ceux qui ont DG à entreprise publique, aux soda, aux anani, suivant, aux membres CENI, suivant ce que la Constitution ou la loi dit, et que PESA, et PESI bianope, ba caractéristique, ya batu oyo, ba koki kozala, ba candidaté. Je suggère à tout le monde de lire l'article 10 de la loi électorale, c'est plus clair. Mais... On va parler du bilan du président de la République dans le secteur de la santé. Et je peux vous assurer qu'on peut passer la soirée. Mais, de manière générale, je vais essayer de structurer ça en quatre grandes thématiques. D'abord, toutes sont des réalisations, parce qu'on parle de bilan, donc on ne va pas aller sur les perspectives. Toutes sont des réalisations. On va voir des réalisations que moi j'appelle des réalisations en santé, mais qui sont immatérielles, des réalisations en santé qui sont matérielles, des réalisations en santé qui sont stratégiques, et on va effectivement voir pourquoi est-ce qu'il faut que le président continue cela, c'est-à-dire quelles sont les perspectives. Alors, d'abord, en introduction, je rappelle ce qu'on a trouvé.
Parce que c'est toujours très important de savoir d'où on est parti pour savoir où est-ce qu'on va. Quand le président de la République est arrivé, il a trouvé, comme je l'ai déjà dit et répété, un pays où la santé avait été abandonnée, complètement abandonnée. Et cela s'est matérialisé par plusieurs choses qu'on peut énumérer rapidement. Je vous ai dit, on n'a jamais construit un seul hôpital public depuis l'indépendance, pas un seul. Vous vivez à Kinshasa, vous voyez, vous connaissez Mamayemo, vous connaissez Kinoise, vous connaissez Kitambo, vous connaissez Ngaliema. Allez demander l'âge de ces hôpitaux-là. Aucun hôpital n'a été construit après l'indépendance. Alors si Kinshasa est comme ça, imaginez à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui vous diront, ouais, mais il y a peut-être cinquantenaire. C'est une réhabilitation, et encore, qui a été faite de manière que vous connaissez. Donc, abandonné dans le secteur. Nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés avec le président de la République, un pays où, malheureusement, le niveau d'enseignement de la santé est le plus bas qu'on pouvait avoir depuis notre indépendance. Vous savez vous-même la qualité de l'enseignement, comment c'était. Vous savez vous-même les conséquences au niveau de la qualité des prestataires de soins, ce que cela a donné. Mais nous avons trouvé aussi un pays avec beaucoup d'épidémies. Beaucoup d'épidémies. Et ces épidémies, elles avaient une caractéristique, c'est qu'elles étaient mal gérées. Je vous donne un exemple, un seul. C'est que l'épidémie d'Ebola de 2018, que nous avons trouvée, a coûté 1,2 milliard de dollars. Et si vous allez à Goma aujourd'hui, où cette épidémie était gérée, vous n'allez pas trouver même une pancarte qui dit « ici, il y avait Ebola ». Donc, la gestion était complètement dans un désordre le plus total. Nous avons trouvé un pays où seulement 30%, bon, pour être précis, 32% de nos enfants étaient vaccinés. Alors, un enfant qui n'est pas vacciné, ça veut dire qu'un enfant qui peut attraper la rougeole, la rubéole, qui peut mourir. Et nous avions donc, à cause de cela, un taux de mortalité de nos petits-enfants de moins de 5 ans parmi les plus élevés. Je peux énumérer comme ça, mais vous savez tous que nous avons trouvé un pays où chaque Congolais paye lui-même ses soins de santé, où nos mamans sont en prison parce qu'elles n'ont pas payé, tout simplement parce qu'aucun système n'était mis en place. Nous avons trouvé un pays où 60 à 80% de nos médicaments sont de mauvaise qualité, parce que nous avions un système d'achat de médicaments centralisé qu'on a détruit aussi. Et donc, ça, c'est plus ou moins très rapidement la carte postale du système sanitaire que nous avons trouvé. Mais alors, je vous dis que le président a fait des réalisations, d'abord, ce qu'on appelle des réalisations en santé, de manière immatérielle. C'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne palpez pas. Mais c'est des réalisations importantes et je vais vous les dire. La première, quand nous arrivons, on trouve la crise d'Ebola en cours. Nous remarquons que, et avant même que le président ne constitue son premier cabinet, il demande qu'on s'occupe d'Ebola, qu'on aille voir comment est-ce que c'est géré, avant même qu'il fasse son premier cabinet. Et là, on se rend compte que le nombre de cas d'Ebola ne fait qu'augmenter. Et on se rend compte que c'est un désordre total parmi les partenaires qui soignent. Et on se rend compte qu'il y a des milliers de gens qui souffrent et beaucoup, beaucoup qui meurent. Là, le président prend une première décision. Il dit, dites-moi quelle est la solution et on applique cette solution. Alors ça, je veux vous montrer le leadership du président parce que c'est très important. Et c'est une réalisation immatérielle. Nous regardons cela, nous allons voir, je vous rappelle, à l'époque, nous étions dans un gouvernement où, vous vous rappelez qu'on a volé quand même quelques années au président, mais là, il y a le gouvernement Ilunga avec le ministre Ilunga à la santé. Nous nous rendons compte que notre monument national, le professeur Muyembe, qui est celui qui a découvert le Ebola, n'est pas dans la gestion. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que la gestion soit faite de manière correcte. Le président dit, réglez-moi ce problème. Alors, je vous donne maintenant une date. Au mois de juillet 2019, le professeur Muyembe est réintégré dans la lutte contre Ebola. Et c'est là qu'on voit le nombre de cas d'Ebola commencer à diminuer et nous avons vaincu Ebola. Ça peut paraître rien du tout, mais remarquez que derrière cela, on n'a plus eu de très grosses épidémies d'Ebola parce que le président de la République a mis maintenant des moyens pour qu'on structure la réponse à Ebola. Ça, c'est une réalisation immatérielle très importante. Et cela nous a appris
comment gérer les épidémies, comment anticiper sur les épidémies. Deuxième réalisation importante, je vous ai dit qu'on avait 32% d'enfants qui n'étaient pas vaccinés. Au mois de juillet donc 2019, là, le président convoque un premier forum très important sur la vaccination. Il dit comment est-ce qu'on a 32% seulement de nos enfants qui sont vaccinés et donc qui meurent de maladies qu'on peut prévenir par rapport à la vaccination. Et là, donc, le président convoque une première réunion, un forum qu'il préside lui-même. Tous les partenaires internationaux viennent. Et à partir de ce moment-là, un an plus tard, nous avons 52% d'enfants vaccinés. Nous passons donc de 32 à 52. 20%. 20% d'augmentation en une année. En proportion chiffrée, c'est combien de millions? Vous avez une idée? Oh, je ne peux pas vous donner les proportions chiffrées, mais j'ai juste imaginé qu'on est passé d'une position où on était le dernier de l'Afrique à une position où on est le meilleur de l'Afrique maintenant, et je vais vous dire pourquoi on est les meilleurs. Parce qu'une des choses, c'est que le gouvernement ne payait pas les vaccins. Le gouvernement n'achetait pas les vaccins. Le président a dit, on rachète nos vaccins, on vaccine nos enfants de la rougeole, de la poliomyélite, de tout ça. Et donc, nous augmentons de 20 points le nombre d'enfants vaccinés en une année. C'est une réalisation immatérielle. Alors, on a trouvé beaucoup de médecins au chômage. On a trouvé beaucoup d'infirmiers au chômage. Vous pouvez vérifier, entre le moment où le président est arrivé et maintenant, nous avons mis plus de 35 000 personnes alignées. 9 600, 9 800 médecins alignés. Et donc, ça, c'est une réalisation immatérielle. Alors, je préfère qu'on en parle parce que souvent, quand on parle de réalisation, on regarde autour de soi pour voir s'il y a une route. Excusez-moi, docteur, mais notre collègue des sports, qui est aussi médecin, m'a dit que en tout cas dans la dernière décennie, il n'y a jamais eu autant de mécanisation de médecins ou de reconnaissance de médecins dans le fichier de l'administration. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une réalisation immatérielle très importante. On voit aujourd'hui, les gens ont l'impression, quand on parle de grève, ils ont l'impression que là, on a abandonné. Mais on oublie ce que le président a fait au total. Alors, est-ce que les autorités doivent fréquenter les hôpitaux? Mais ils n'ont pas le choix. Quand vous faites un AVC aujourd'hui, même si vous avez les moyens de partir, vous allez partir comment? Vous ne pouvez pas partir. Quand vous faites de la fièvre la nuit, vous allez prendre un avion pour partir ailleurs. Nous tous, nous sommes coincés dans ce pays. Donc nous devons tous améliorer ce pays. Et donc, c'est lui qui a dit, quand vos autorités commenceront, mais les autorités ont des familles. Toutes ces familles-là ne montent pas des avions pour partir. Sauf qu'avant, il n'y avait pas de volonté. Sauf qu'avant, on avait abandonné le système. Je répète, le président, dans chacun de ses discours, il parle de la santé. Il n'y a pas un seul discours où il ne parle pas de la santé. Je ne sais pas quelle autre volonté vous voulez qu'on dise, là maintenant, il y a la volonté. Nous avons répété ce que le président a fait. Les hôpitaux qui sont construits, les équipements qui sont amenés, les structures qui sont mises en place. Mais on ne bâtit pas un système qu'on a abandonné pendant 60 ans en 2 ans. Il faut quand même qu'on regarde les fondamentaux qui sont mis en place. Aujourd'hui, on a nos mamans qui accouchent sans payer. Alors, quand vous imaginez que cette année seulement, pour la ville de Kinshasa, qui prend à peu près 500 à 600 000 naissances par an, nous allons protéger 500 à 600 000 mamans et 500 à 600 000 nouveau-nés. Alors ça, si ce n'est pas une avancée, je ne sais pas ce que c'est. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille que les autorités arrêtent d'aller ou n'arrêtent pas d'aller. Ils sont juste coincés, comme nous tous. Nous nous soignons ici quand nous tombons malades. Alors, l'endoscopie, c'est un test médical, c'est un acte médical, mais il y en a tout plein d'autres. Il y a l'échographie, il y a le scanner, il y a l'IRM, il y a la cardio interventionnelle, il y a beaucoup de choses. Donc pourquoi l'endoscopie spécialement? Nous devons améliorer tout le système de santé, pas seulement le système digestif, parce que l'endoscopie, c'est pour le système digestif. Donc nous devons améliorer tout le système de santé, et c'est ce que nous sommes en train de faire en, comme j'ai dit, équipant, en améliorant la qualité des prestataires de soins, en améliorant la qualité des médicaments. Et ça m'amène d'ailleurs à la réponse à la question sur le SNAM, le service d'achat des médicaments. Je répète encore, on a 60 à 80% de mauvais médicaments, je l'ai dit. Et donc, c'est pour ça qu'on doit mettre un achat groupé, tracé et distribué au niveau de la population.